Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film assez important dans l'histoire du cinéma français que je découvre sur le tard, mais il n'est jamais trop tard pour découvrir de belles œuvres. Celle-ci sortie en 1970 et intitulée Le Cercle Rouge, avant-dernier métrage de Jean-Pierre Melville, dont j'avais déjà vu Le Samouraï et L'Armée des Ombres. C'était amusant parce que les trois films se font suite et j'ai parlé des deux autres sur la chaîne. Au casting, nous retrouvons dans les rôles principaux Alain Delon, un habitué du cinéma de Melville, André Bourvil, et j'insiste bien sur son prénom, parce que c'est la première fois qu'il est crédité ainsi pour son avant-dernière apparition sur grand écran, puisqu'il était malade durant le tournage et qu'il décédera peu après la sortie du Brûlot. Il y a également l'italien Gianmaria Volonte et Yves Montand, qui n'apparaît qu'au bout d'une heure, mais qui a un rôle capital dans l'intrigue. Citons aussi la présence de Paul Crochet ou encore de François Perrier. Tout ce beau monde de fatalité, de cercle dramatique, donc rouge. D'un côté, un commissaire et un gangster, déjà liés par des menottes, puisque le flic ramène le bandit vers Paris, dans un train, mais ce dernier va s'enfuir, et donc le commissaire va lui courir après pendant un certain moment du film. Et en parallèle, on va suivre un détenu, qui est joué par Alain Delon, et qui va être libéré pour bonne conduite. Mais avant cela, un des gardiens lui propose un coup, ça paraît improbable, qu'il va accepter, mais bon, pour le réaliser, il va avoir besoin d'autres personnes. Et c'est là que le hasard, ou le destin, justement, va le mettre sur le chemin de ce bandit qui s'est échappé du train. Et ensemble, ils vont passer des barrages, etc. Tandis que le commissaire va encore tenter jusqu'au bout de le récupérer, son prisonnier. Et à un moment, va intervenir un ancien policier joué par Yves Montand, qui a un petit peu sombré dans l'alcoolisme et qui va se retrouver avec les deux brigands pour réaliser un casse dans une bijouterie que le commissaire, un petit peu pas loin d'être déchu par son supérieur, va tenter d'empêcher. Bref, tout va être relié à un moment sur la finalité. Et jusqu'ici, pour moi, Melville, c'est du quasi sans faute. Sur les deux autres que j'ai vus, Le Samouraï, grosse ambiance, Armée des Ombres, avec le poids historique en plus. Et là, franchement, je ne sais pas si ça sera mon préféré des trois, aucune idée. Mais c'est du grand cinéma. C'est amusant parce que il y a peu, voire même hier, je ne sais pas quand les vidéos... dans quel ordre elles seront publiées, je parlais d'un autre film avec Alain Delon qui était tout pourri, les Jeux Olympiques d'Astérix, ou Astérix aux Jeux Olympiques. Et bien là, quelle grandeur. Alors pas que au niveau d'Alain Delon, c'est pas forcément un film d'acteur, même si tous jouent une partition extraordinaire. Bourvil, avec cet aspect dramatique qu'on lui connaissait peu, mais en plus, vu la situation dans laquelle il était sur le plan de la santé, c'est encore plus fort. Yves Montand, remarquable, mais comme d'habitude, ils sont tous très 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 bons. Mais en fait, c'est avant tout ici un métrage d'ambiance. Et Melville, il gère cela avec perfection dans la construction de ses plans, dans le découpage, dans le montage aussi, et les silences. Parce que c'est un film qui prend son temps, oui, mais qui ne va pas partir dans des dialogues inutiles. Alors il y en a des moments, et c'est très percutant, on va y revenir, mais on a des scènes où ils ne se disent rien, ce sont pour la plupart des taiseux, notamment le personnage d'Alain Delon, là c'est vraiment un petit parallèle avec Le Samouraï, mais c'est différent quand même. Et donc déjà l'introduction dans le train, tout cela, et puis à un moment, donc le braquage, sans rien dire dessus, mais vous avez 25 minutes où ils ne se disent que dalle, et tu profites avec l'atmosphère remarquable, déjà quand ils rentrent dans cette bijouterie, le Paris de nuit sur les toits, avec cette vue sur la place Vendôme, c'est génial, j'adore ça. Et à un moment, bon, le silence va être rompu quand le commissaire va voir des images et va dire « Ah, ils sont pas bavards, ceux-là !» C'est très drôle, presque, de l'ironie sur le moment. Et donc, c'est sur cette ambiance-là que le film se joue, avec des personnages qui ne sont pas spécialement creusés. C'est un petit peu comme des fantômes dans une fausse réalité. Et là où pas mal de gens, je pense, ont eu du mal avec le côté parfois invraisemblable des choses, il faut dire que entre le gardien de prison qui va donner un coup à celui qui va se libérer, pourquoi pas, entre le fait qu'on ramène visiblement un bandit, futur prisonnier,
assez dangereux, juste avec un commissaire et pas toute une troupe de personnes, et pourquoi pas aussi être amené dans une voiture avec plein de gardes. Non, il y a quelque chose qui paraît pas logique dans tout cela, mais en fait, c'est voulu, je pense. On est dans une forme de purgatoire, selon moi, ici, où les hommes que nous voyons dans le film, il n'y a que des hommes, à part vite fait des apparitions féminines, une femme dans un lit, Mireille d'Arc qui offre une fleur, une rose rouge à Alain Delon. En plus, ils étaient ensemble depuis peu, c'est très amusant, il y a un côté méta là aussi. Mais oui, ce sont des personnes qui ne sont pas en train de vivre leur meilleure vie, mais même qui ne vivent pas ou que par des actes comme cela, déconnectés de certaines choses du train-train quotidien. Et tous les personnages sont comme cela. Avec ce fatum, ce destin qui se scelle au fur et à mesure que les scènes avancent, on sait très bien comment ça va se terminer. Ça ne peut être que sombre et dramatique d'une certaine manière. Et même si certains survivent, eh bien pour eux également, il y a quelque chose qui va rester cristallisé en eux. Donc c'est clairement pour moi un film hors du temps, hors de la réalité, même si c'est très terre-à-terre, hein, c'est pas de la science-fiction, il n'y a rien de fantastique. Il y a juste un moment, une scène de cauchemar psychédélique sur le personnage d'Yves Montand qui est d'ailleurs introduit comme cela, où il se réveille alors qu'il a vu des serpents, des caméléons et des rats qui lui montaient dessus. Bah, ça c'est pour montrer sa souffrance, l'alcoolisme. Quelqu'un justement qui n'a pas digéré la vie d'avant et qui ne sait plus trop où il est. Et c'est d'ailleurs un personnage très important, parce qu'il apparaît tard, volontairement, pour faire le lien entre policier qu'il était et bandit qu'il est en train de devenir, dans un film où les flics et les gangsters sont franchement dans le même cercle. C'est pour cela que son personnage fait le lien. Et alors comme Melville est très intelligent dans son discours cinématographique, dans son découpage, dans son montage, il fait aussi ce lien-là. Rien qu'au début, il y a une scène qui paraît comme ça très peu de choses, mais qui est remarquable. Dans le train, on voit donc le personnage du bandit joué par Gian Maria Volonté qui s'endort sur la couche, le personnage de Bourvil, donc le commissaire qui le regarde comme ça, et transition vers le personnage d'Alain Delon dans la prison qui se réveille sur son lit. Et puis plus tard, le personnage d'Yves Montand qui se réveille de ce cauchemar, un cauchemar que déjà ses futurs acolytes, enfin, ceux qui sont liés à lui, sont en train de vivre ou qu'ils ont déjà vécu. C'est remarquable. Le film, il est comme ça de A à Z, c'est de la maîtrise tout cela. Donc évidemment le silence, je ne vais pas y revenir là-dessus. Et quelques propos, parce que quand les discours sont là, certaines lignes de dialogue font mouche. Le personnage du directeur de Bourvil, enfin le supérieur, qui est joué par, je vais chercher, voilà, Paul Agneau, qui va dire à un moment quelque chose d'assez terrible, c'est que, alors, tous les hommes, je sais plus si c'est ça la réplique, hein, mais grosso modo, tous les hommes naissent innocents, mais pas pour longtemps, ils finissent tous par être coupables. Oui, tous les hommes sont coupables. Tous les hommes. Et ça revient en écho vers la fin. Et en fait, tu comprends pourquoi il n'y a que des hommes dans ce film. Tu comprends pourquoi il y a une forme d'errance, de cauchemar ambiant, de purgatoire. Ce sont des personnes qui, de toute façon, par la force des choses, par la société, par leurs actes passés, on ignore un petit peu justement ce qu'ils ont fait, hein, mais peu importe, eh bien, se sont mis dans une situation qui fait qu'ils sont coupables de toute façon, ils sont dans cet engrenage-là, ce cercle rouge qui est marqué à un moment sur la queue du billard avec la craie, qui est rouge, alors que d'habitude elle est bleue, ça montre qu'on est vraiment ailleurs, on n'est pas dans une réalité. Pour moi, là, c'est une évidence, hein, on est dans une sorte d'univers alternatif, donc un purgatoire, ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est pas grave. Et donc oui, ce propos-là est terrible, parce que, oui, c'est un film d'hommes corrompus, ou d'hommes qui n'ont jamais pu trouver leur place, et qui, même s'ils vont finir ensemble d'une certaine façon à faire quelque chose, ça ne peut que déboucher vers quelque chose de pas terriblement positif. Et tout ceci est encore plus ironique quand on y pense, avec cette citation au début de Ramakrishna sur les principes plus ou moins hindous bouddhistes, qui faisait donc référence à ce cercle rouge. J'ai fait une petite recherche rapide. Cette citation, visiblement, il n'a jamais dit cela, ce n'est écrit nulle part. Donc même là, on est au-delà du réel. Et ce n'est peut-être pas là non plus un hasard que Melville ait placé cela au début, en mode apparemment, alors peut-être que c'est des rumeurs et tout qu'il l'aurait dit, mais ça paraît du coup très peu certain. Je pense que ça résume parfaitement le film, enfin ça l'annonce ici. Donc film remarquable, voilà, qui
justement, nous met face à l'existence de ces gens, de ces hommes de l'époque, mais hop, pas que, face donc à l'impossibilité de rester innocent et de faire les bonnes actions. À partir d'un certain âge, on la perd, cette innocence. D'ailleurs, il y a le père, il y a un petit ado à un moment qu'on voit, mais alors c'est très vite fait, c'est une scène totalement anecdotique, vous me direz, mais pas du tout. Il n'y a rien d'anecdotique dans le film. Le fils d'un gars qui tient un bar, là, je sais pas quoi, qui a 16 ans et qui vient de commettre son premier péché, son premier acte illégal avec de la marijuana, bah là aussi ça fait écho qu'à un moment tous les hommes naissent innocents mais ils finissent tous par être coupables à un moment. Et voilà, le gamin de 16 ans là qui commence à basculer. Ah, moi je trouve ça fort bien mené de A à Z, et au-delà des silences, au-delà de certains dialogues et discours rapides, il y a aussi une musique d'ambiance qui apparaît là où il faut et pas tout le temps, magnifiquement composée par, alors je n'ai pas le nom, ce n'est pas son compositeur, je ne sais pas si c'est son compositeur, il a dû avoir plusieurs compositeurs habituels, hein, j'en sais rien, mais c'est Éric de Marsan, je connais ce monsieur, je ne sais plus quel film il a mis en son, mais c'est clair que, voilà. Et il n'y a rien que vous allez retenir ultimement, mais ça fait totalement corps avec l'ensemble du Bruno. Bref, j'en ai assez dit. On pourrait analyser, à mon avis, ça a déjà été fait, hein, largement. Ce film, pendant des heures, c'est passionnant. Et même en impro critique, comme ça, je me suis tenté à petite interprétation et réflexion sur le film. Je pense que ça veut dire qu'il m'a fait du bien, enfin, cinématographiquement parlant en tout cas. Il m'a totalement investi et convaincu. À vous la parole dans les commentaires, dites ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas avec mes analyses ou pas, peu importe, on en discute ensemble de toute façon, c'est ça le principal. Je vous dis à la prochaine, ciao.